ça monte, c'est cool, tu vois. Et en même temps, ils sont hyper frustrés parce qu'ils peuvent pas faire leur sport comme ils le feraient ailleurs. Et ça fait un mélange de population. Parfois, les personnes qu'on côtoie là-bas sont un peu alcooliques. Enfin, vous voyez, les dom-toms, il fait très chaud. Ils sont pas adaptés, quoi. Parce que nous, on n'est pas de la... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on ne vit pas avec les gens. On peut vivre 7 ans à Mayotte, ou plus, sans jamais aller manger chez une famille, qu'elle soit comorienne, parce qu'il y a plein de familles comoriennes qui ont des papiers, et qui... Enfin, et en fait, ils sont tous comoriens. Enfin, soit les familles, elles sont historiquement de Mayotte, mais des fois, il y a un oncle, enfin, tout est assez mélangé. Donc, on peut passer beaucoup de temps, en tout cas, sans jamais rencontrer la population, quoi. Voilà, ça c'était juste quelques informations. Donc des portes avec beaucoup de verrous, une vigilance comme ça permanente. Et il faut la prendre au sérieux. Et après, du coup, le risque, en fait, c'est de tomber d'oublier de contextualiser d'où vient la violence et pourquoi on en est là, en fait, aussi. L'école à Mayotte, les premières écoles primaires, c'est en 1993. Donc après, je pense que votre âge vaut un peu à peine. Vous êtes encore plus jeune que des écoles où vous êtes. Ouais. C'est des sales gosses. Des écoles. Il y a eu genre un collège dans les années 70, enfin voilà, pour vous donner une idée, quoi. Et les lycées dans lesquels on a travaillé, ils ont été construits à partir des années 2000. Même 2010, quoi. Et en fait, voilà, c'est assez récent. Depuis la départementalisation, ça se développe beaucoup. Donc la langue, c'est le Shimaoré, qui ressemble au Kibushi. Non, Swahili. Pardon. Voilà. Donc les gens du Burundi comprennent le Shimaoré, quoi. C'est une variante, mais si tu viens de Zanzibar aussi, je crois. Je sais pas si Zanzibar, c'est aussi le Swahili. Mais c'est ça. Et tous les élèves, tous les jeunes parlent Shimaoré à la maison. Maintenant, les adultes, ça change et ils commencent à parler français, mais il y a eu un moment où, en fait, avec l'école française, les enfants apprenaient le français. Et forcément, les parents ne parlaient pas le français. Enfin voilà, c'est une histoire qui est très récente et qui est en train de se faire, quoi. Mais en tant qu'enseignant et représentant de la République française, le Shimaoré est interdit à l'école, normalement. Mais moi, par exemple, on parlera... voilà. On peut parler rapidement... Bon, c'est un autre volet, quoi, sur la pédagogie, mais je vais aller très vite. Donc à l'école, nous, on s'est retrouvés enseignants, et donc c'est une école française qui ressemble, je pense, à une école que des personnes que je ne désignerai pas ici, mais ont peut-être plus connues avant nous, enfin une école plus traditionnelle, où le prof a beaucoup de pouvoir. Et les élèves considèrent la personne qui enseigne comme un fundi, ça veut dire celui qui sait, et ont beaucoup de respect pour l'enseignant. Et donc on n'a absolument pas affaire avec des histoires d'insolence, etc. Et donc les enseignants adorent dire que c'est les meilleurs élèves, ils sont si gentils, ils sont super, tu vois. Et en fait, du coup, moi quand j'arrive là-bas, je suis pas enseignante, et on me dit pendant 3 mois tu leur fais peur, et puis après ça ira, parce qu'ils sont quand même très très nombreux et très vivants, quoi. Et ben normal. Et les lycées sont sur... tout est saturé, en fait. 50% de la population a moins de 18 ans à Mayotte, quand même. Et démographiquement, ça ne cesse d'augmenter. Et donc, il y a de la jeunesse partout. Et donc, c'est impressionnant quand tu arrives et tout. Et moi, en fait, j'ai découvert là-bas, j'ai fait tout un cheminement qui en fait, m'a amené à nommer ma pratique... libertaire, en fait, parce qu'en fait ça existait, mais au début je l'ai fait de façon plutôt par rapport à une question de survie. C'est qu'en gros, faire peur aux élèves et prendre les idées, en fait, la majorité des profs sont encore assez blancs parce qu'on se forme, parce qu'à Mayotte l'université est récente aussi, donc forcément ils font venir des gens qui viennent d'ailleurs, etc. Mais il n'y a pas que des blancs, mais quand même on n'est pas de l'île, en tout cas on n'est pas de l'archipel. Donc ça fait un drôle d'effet, quoi, d'arriver et de te dire allez, tout le monde debout, vraiment l'école à l'ancienne, quoi. Une fois tu rentres, les élèves sont debout, ils s'assoient, vraiment autoritaire. Moi j'étais nulle en autorité, ça marchait pas, c'était la catastrophe.
Puis au bout d'un moment, je me suis assise et j'aurais dit, en fait, moi, je suis pas d'ici, je suis même pas prof. Vous allez me dire comment on va faire. Apparemment, vous passez le bac de français, aidez-moi. On va réfléchir ensemble parce que les jours où il y avait des caillassages et tout, et il fallait vraiment leur donner l'intérêt que c'était plus intéressant pour eux de venir à l'école que d'aller casser des voitures de flics. Et parfois, j'avoue que je pouvais manquer d'arguments. Et donc, en plus, tu te dis que 80% de ces jeunes qui viennent à l'école, au lycée, sont en situation irrégulière. Ils sont comoriens. Ils habitent dans les cases, les bangas, qui sont les bidonvilles, et qui sont des bidonvilles. Voilà, par bidonville, pas de l'eau, pas d'électricité courante, et vraiment des conditions de vie pas simples, quoi. Et qui font leurs devoirs à la lumière du téléphone portable. Voilà, et donc, et qui, une fois qu'ils auront le bac, ils n'auront pas forcément de papier, quoi. Du coup, pourquoi il faut avoir le bac? Enfin, c'est aussi quelque chose de difficile. Donc moi, j'ai essayé de leur dire, en gros, un jour, je leur ai dit, écoutez, on doit faire un marathon, on nous a piqué toutes nos baskets, mais on va quand même aller à la fin. Et on va y aller ensemble, et puis ce qu'on va vivre, ça va nous apporter quelque chose au-delà de votre bac et tout ça. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Mayotte m'avait beaucoup apporté, et cette jeunesse-là aussi, et que c'est important de... Voilà. Mais alors du coup pour moi, tu me dis, ça va, je peux continuer. On arrive bientôt à Wambushu, le cœur du sujet, et puis à notre débat. Ça va pas être droit du coup. Pour moi, cette jeunesse, c'est une promesse. Il faut s'en occuper, quoi. Et en fait, je rencontre par hasard lors de mon dernier séjour, je me retrouve avec un CRS, un ancien CRS. Un truc horrible où en fait je me retrouve dans un appart avec un gars qui bosse dans l'administration française, et puis arrive un de ses potes, et le mec est un CRS. Et là, en fait, lors de mon dernier séjour, on ne savait pas trop si Wambushu, qui veut dire reprise apparemment, récupération, ça fait vraiment terme un peu de guerre. C'était très étrange parce qu'on ne savait pas trop si ça aurait lieu, parce que c'était le Ramadan et l'opération commençait à la fin du Ramadan, pendant la fête de l'Aïd. Et donc il y avait une inquiétude palpable chez les personnes en situation irrégulière. Est-ce qu'on va casser ma case? Pour les enseignants, est-ce qu'on va se retrouver après les vacances scolaires avec plus d'élèves? Pour les soignants, pour tout le monde, en fait, on ne savait pas, il n'y avait pas d'informations claires. Et puis, du coup, moi, je me retrouve dans cet appartement avec ce mec-là. Et je fais un peu la débile. Du coup, je pose des questions, un peu comme les journalistes le font, quoi. Et j'ai peur d'enregistrer, donc j'enregistre pas. C'est là que j'écris, je crois, un message à la sociale. Ce que je dis, oui, mais quand même, ici, les jeunes, c'est pas tous des délinquants, quoi. Faut pas non plus faire... Puis même les délinquants, il faut les comprendre. Enfin, et là, il me dit une phrase, il me dit, ici, il n'y a pas de moutons, il n'y a que des loups. Il n'y a pas de moutons, il n'y a que des loups. Et en gros, il m'explique que l'opération aura bien lieu, qu'au départ, il pensait faire un ratissage du sud vers le nord pour, en fait... l'opération, c'est 3 points. C'est contrôler et expulser les personnes comoriennes sans papier français et les renvoyer aux Comores. C'est détruire les bidonvilles, leurs maisons, en fait, détruire là où ils vivent. Et puis, s'ils n'ont pas de papier, les renvoyer. S'ils en ont, essayer de les reloger. Et enfin, détruire les réseaux il y a des trafics de femmes, de drogue et de l'exploitation et de l'engagisme, en fait, de Comoriens, qui n'est pas de l'esclavage, mais du coup, comme ils sont obligés de faire tous les boulots, ils sont en situation irrégulière, ils sont exploités en fait par les Maoris. Mais vous verrez dans des super maisons de Mzungu, donc Mzungu blancs, des nounous comoriennes, qui vont passer la journée de 7h du matin à 20h à très tard le soir, parce que ça leur évite les contrôles. Et en fait, elles gardent les enfants,
les hommes font les chauffeurs. Enfin, les Comoriens sont vraiment les gens qui travaillent sur l'île. Non déclarés, quoi. Non déclarés, donc dans des conditions... Au black. Et si ils se rebellent et tout, bah, le Maoré peut appeler la PAF et ils se font renvoyer. Il y a ça, et aussi les bidonvilles sont construits sur des terrains qui sont la propriété des Maorés, et les Comoriens payent des loyers. Payent des loyers. Je me souviens plus, mais à Bib, quand on l'avait aidé, je crois que c'était 150 € 3 mois. Voilà. Les employeurs des travailleurs sans papier sont essentiellement des fonctionnaires de l'État français, d'ailleurs. Enfin, si je suis bien ton raisonnement. Pas essentiellement, mais ça peut. Ouais. Mais c'est surtout, bah, ils bossent partout, en fait. En fait, aujourd'hui, c'est 200... apparemment, démographiquement, il y a 250 000 habitants recensés, mais il y aurait le double non recensés. Alors, tu vois, c'est quand même 200 000 personnes qu'il faudrait expulser, je sais pas dire. Ils sont en situation irrégulière, donc ils travaillent, ces gens-là, ils font des choses. Je peux pas dire essentiellement, mais je peux dire qu'ils peuvent être serveurs dans des restaurants. Les nounous, par exemple, c'est vrai qu'à la fois elles font le ménage, elles coiffent les enfants. Ça, et puis les gens se disent, bah oui, mais c'est mieux qu'elles soient là que chez elles, donc je l'aide quand même. Enfin bref, en tout cas, ils participent à la société, quoi. Et c'est 80% des élèves. Moi, je dis à ce gars-là, pour venir à ce CRS, bah ouais, ça m'a foutu, c'est quand même une belle jeunesse et tout, parce qu'il m'explique à ce moment-là, pour vous mettre le contexte, je lui demande est-ce que l'opération aura lieu et comment ils vont faire, en fait, comment ça va se passer. Et là, il m'explique, par exemple, que dans les fusils, ça ne sera pas des balles de LBD, parce que il fait trop chaud, hein, c'est l'air très tropical, donc ça sera des fusils d'assaut avec des balles en caoutchouc. Puis il me dit, ouais, c'est quand même dur, parce qu'en face de nous, on a des jeunes de 13-14 ans, mais dans son cerveau, il est complètement cramé, et pour lui, c'est tous c'est l'ennemi, quoi. Ce qui était pour moi complètement dingue. Au début de l'opération, du coup, c'est là où j'ai appris, l'opération n'avait pas commencé, mais qu'il m'a dit que tous les hôtels étaient réquisitionnés et pour les forces de l'ordre françaises. Et moi, mon vol a été décalé de retour. Donc en fait, j'ai été tout le mois du Ramadan. L'opération commençait pendant l'Aïd. Et pour vous vous rendiez compte, c'est comme si à chaque rond-point, à chaque feu rouge, il y avait des checkpoints, des contrôles, quoi. Et des contrôles massifs de papier. Et donc les personnes sans papier, mais qu'elles aient 18 ou 60 ans, hein, on les met de côté, on les met dans un camion. Et comme le centre de rétention là-bas est déjà complètement sous pression, ils ont occupé des MJC. Il y a des MJC. Génial. Et c'est actuellement des centres de rétention. Ça fout les jetons, ça fait peur, ça rend fou de voir autant de forces de l'ordre. En si peu de temps après, moi je suis partie, et vous avez entendu que Darmanin dit que l'opération allait continuer. Voilà. Et du coup, voilà, on avait assez peu d'informations, ni le corps enseignant et tout. Donc l'opération, c'est d'abord, moi de ce que j'ai vu, c'est des arrestations. Et puis c'est aussi des destructions d'habitats, quoi, de bidonvilles. Juste au niveau des centres de rétention, du coup, il y a combien? Parce que je crois il est très gros déjà à Mayotte. Ouais. Et avec les places qu'ils ont ouvertes en plus, tu sais pas combien de personnes ils mettent en rétention? Je sais pas. Enfin, moi je me rappelle plus des noms, mais on avait une amie qui travaillait à la CIMAD et donc dont le boulot était juste de faire respecter les droits pour que le droit soit appliqué. Et dans le seul CRA où elle était autorisée à aller déjà selon le bon vouloir des autorités, etc., alors qu'on normalement c'est obligé, elle avait grand maximum, sur 150 personnes qui étaient censées être évacuées par jour, elle avait le temps de s'occuper de 3 personnes, quoi. Et on lui faisait visiter que les parties où 2 salles où elle avait le droit par l'administration d'aller voir, et tout le monde lui disait que les autres salles derrière étaient combles et dans un état, bref, sans eau, sans sanitaire, sans rien, que voilà. Et même elle n'avait pas le droit de visiter ce pendant-là.
Et en fait, au bout de Ça, ça... c'était bien avant Wambouchou. C'était en 2000. Tu vois, au final, ils ont arrêté beaucoup plus de gens qu'ils ont renvoyés parce qu'apparemment, le dernier bilan de Darmanin, c'est 685 expulsions. En vérité, c'est rien par rapport aux arrestations. Donc ça veut dire qu'ils ont gardé pas mal de gens dans des certaines... Enfin, tu vois, enfermés, mais au bout de 5 jours, tu es obligé de libérer la personne avec une OQTF, quoi. Parce qu'en fait, une obligation de quitter le territoire. Ils ont... En fait, cette opération, en fait, il n'y a pas les infrastructures. Il y a le Maria Galanta, qui est le bateau qui fait la navette entre Mayotte et les Comores, qui a une capacité, je sais pas, de quelques centaines de personnes, mais ils ne peuvent pas renvoyer plus qu'un bateau par jour, tu vois, de personnes. Et puis surtout, c'est que les premières fois où la France a expulsé pour en venir au début des Comoriens vers les Comores, Azali, les Comores ont dit bah non, ils sont chez eux à Mayotte, et puis en fait ça n'a pas trop marché cette opération. Et là, et du coup, par rapport aux chiffres qu'il annonçait, ça marche pas en fait, parce que techniquement ça marche pas. Par contre, ce qui marche, c'est que il y a une surprésence policière, et si vous voulez bien, parce qu'après il y a 1 heure de plus là-bas, on peut parler avec un jeune qui habite à Kaweni, je peux lui demander ce que pour lui ça a changé. C'est un jeune qui est comoréen et qui n'a pas les papiers, si ça vous dit d'avoir un point de vue, parce que moi ça m'embête un peu, je vis pas ça. Mais en gros, c'est une surprésence policière. Et oui, une dernière anecdote, c'est qu'avant de partir, c'était l'Aïd, et donc c'est musulman aussi, hein. Mais c'est une pratique musulmane aussi culturelle, où il y a aussi des influences indiennes, malgaches. Et donc l'Aïd, c'était la grande fête, quoi. Et se dire que cette opération allait commencer le jour de l'Aïd, c'était complètement fou. Et qu'elle était attendue, hein, quand j'écoutais la radio, que ça soit dans les médias et tout. Enfin, les Mahorais étaient vraiment contents, quoi, de ça. Ça faisait un peu peur. Et le samedi de l'Aïd, je dois manger avec des collègues, et puis il n'y avait qu'un resto ouvert. Et donc on est là, et à 20h arrive une cargaison de militaires qui se sont mis à chanter le lac du Connemara, et au nord il y avait les corons à fond la caisse. J'ai eu l'impression d'être dans un film qui se passe en Algérie, enfin un truc, et ça foutait des frissons, et des gars qui arrivaient là. Donc en fait, ouais, j'ai vu aussi la CRS 8 déjà en opération avec tous ces camions de CRS et tout. Enfin ouais, la présence militaire, policière, elle est là. Et aussi à Mayotte, il y a la Légion étrangère, qui est là aussi pour préparer l'évacuation si c'était trop compliqué pour les Mzungu. Et une chose aussi que ce CRS m'a dite, et que j'aurais dû enregistrer, parce que moi j'ai fait la débile, j'ai dit mais comment vous allez faire pour expulser tous ces gens? Et il me dit qu'il y avait un projet de mettre une navette, 2 bateaux qui allaient faire beaucoup plus de vagues entre Mayotte et Anjouan, pour augmenter la dangerosité des traversées, et donc les accidents, et décourager les traversées. Ouais. Voilà un peu. C'est glauque, hein. Mais des morts, il y en a tous les jours, il y en a tout le temps. Et c'est des jeunes que personne... Ouais. J'ai vu une vidéo, là, les gardes-côtes grecs qui faisaient ça il y a quelques jours, la semaine dernière, je sais plus. Ils passent à côté des bateaux pour les faire chavirer. Ouais. Et moi j'ai demandé une fois aux élèves, enfin si tu demandes aux jeunes là-bas, ils sont quasiment tous venus en Kwassa, quoi. Et c'est dangereux. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je vais pas aller. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être présenter Hussein? Hussein? Oui. J'ai quelques messages j'ai demandé à d'anciens élèves, tiens, qu'est-ce que tu voudrais dire, parce que... Alors il y a 2 choses, hein, quand on parle d'opération, ils savent pas trop quoi dire, parce que ça fait un peu peur. Mais on peut essayer de l'appeler, puis je mets le haut-parleur, et puis je pose juste la question de comment ça va pour lui et tout. Puis c'est juste question, ce que je vous disais, de créer un peu un rapprochement, quoi. Mais et oui, j'allais dire une dernière chose sur les morts en mer, ou les morts, les jeunes qui meurent là-bas. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert récemment. Mais en fait, ce sont des jeunes que personne ne vient chercher, parce que les familles sont complètement séparées. En fait, comme avant 18 ans, tu n'es pas expulsable de Mayotte. Donc il y a beaucoup de mineurs isolés.
Et il y a beaucoup de jeunes, enfin. Et donc, il y a des jeunes qui meurent, mais personne ne vient les chercher parce que les adultes aussi ont peur. Et donc, on ne sait pas, en fait, en termes de chiffres. Et c'est très compliqué d'avoir une vision des accidents, des décès, tout ça. Et donc, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, quand je vois les flics avec... Enfin, aujourd'hui, on a malheureusement appris le décès d'un jeune à Nanterre. Et on le sait, quoi. Enfin, tu vois, ça se passe ici. Mais des fois, je me dis, ça se trouve, il y a eu aussi des jeunes qui sont morts de violences policières à Mayotte, mais on ne le saura pas. On ne saura pas. Et personne ne le saura. Non. Non. Alors, Hussein, c'est un élève. En 2021, il était en seconde. Il est vraiment... Bah, ils sont tous super, mais lui, un jour, il m'avait fait vraiment rire. Parce que il manquait pas d'assurance, quoi. Je pense au jour où il est venu avec 2 baskets différentes. Et il m'a dit, madame, c'est comme ça, la mode et tout. Et enfin, bref, il m'a fait rire. Mais il est en difficulté, quoi. Il est en difficulté. Et mais on s'est revus quelques fois. Ah oui, je vous montrerai quelques photos. Et il m'a demandé plusieurs fois de l'appeler, donc ça vous dit, on le fait? Et puis on verra. Après, on pourra parler entre nous. Peut-être. Si tu vois, ça fait 1 heure de temps. d'aider dans ces... Oui. Je peux le dire. Oui. Il y a quand même un truc qui est... Donc la loi française, normalement, automatiquement, tu peux quand même avoir la nationalité française si tu prouves que tu as passé, je crois, toute ta scolarité en France, qui est le cas pour Hussein. Il est arrivé à 2 ans à Mayotte. Famille compliquée, bref. Donc il a toujours vécu à Mayotte. Il est arrivé à 2 ans, c'était un bébé. Il a suivi l'école primaire, l'école, tout. Et donc il a gardé tous ses carnets scolaires. Et donc il nous demandait de l'aider dans ses démarches. Et la préfecture est fermée depuis presque... C'est très difficile, en fait, depuis des années. Tu peux pas avoir de rendez-vous. C'est ça toute l'hypocrisie aussi du truc, c'est que ce sont des jeunes qui, selon la loi française, ont tous les droits à devenir français, mais dont on ferme évidemment le truc. Donc on va les renvoyer chez eux dans un pays qu'ils ont aussi pas du tout connu. Enfin, c'est un truc assez aberrant, donc forcément, il y a même, enfin, nous, on était désemparés, on savait pas quoi faire. Ouais. Ouais. Et en fait, il y a des contrôles de la PAF partout. Ah oui, encore une info, un peu de ce genre de truc, de tiens, Mayotte, il y a des trucs un peu spéciaux. Il y a une police qui s'appelle GAO, Groupe AO, et ils ont des t-shirts noirs avec des panthères dans le dos, et ils ont des baskets, c'est la police basket. Et ils sortent de voitures banalisées à tout moment, et ils contrôlent les gens, et ils sont formés pour courir. Parce que c'est ça qui est marrant avec la CRS 8, c'est ce qu'il m'a dit le CRS, parce qu'en fait c'est des traumatisés. En fait ils ont le cerveau qui s'est retourné. Et en fait, il m'expliquait que les gars de la CRS ici, ils ont peur d'aller là-bas. Parce qu'ils sont lourds. Les jeunes, la violence à Mayotte, elle est fascinante, parce que ce sont plutôt des jeunes, très jeunes, et ce sont des danseurs. Enfin, ils connaissent leur territoire, enfin, ce sont des... Et un mec de 50 ans, là, chargé avec tout son barda, qu'est-ce que tu veux qu'il aille courir après? Moi, j'en ai vu se casser la gueule une fois. Tu sais, le soir du cambriolage, là, il y avait un gars qui essayait... Enfin, ça arrive souvent, les visites, quoi. Et j'ai vu le gars descendre dans le bidonville comme ça, trop gracieux. Et derrière, le flic, il est tombé. Et moi, j'ai rigolé. Mais tu vois... Et puis c'est pas la même... C'est pas la même violence qu'ici. Je voulais aussi vous montrer un clip d'anciens élèves où on les voit. Donc ouais, il y a les émeutes, mais ils sont. Enfin, c'est un autre mode de violence. Et il faut dire que les gars qui partent là-bas, d'ailleurs apparemment la CRS ne voulait pas y aller quand même pour dire. Ils ont peur quoi. Ils ont un peu les jetons. Mais bon. C'est aussi des chouchous. Moi, les délinquants, ils ne m'ont pas fait trop peur. Faut quand même faire attention s'ils ont pris la chimique. S'il y a une drogue, faut faire attention, mais ça reste une minorité, quoi. Mais il y aurait trop de choses à dire, mais je vais donner la parole à Hussein, alors on va voir s'il répond. C'est rigolo quand même. Ren Kaweni. Ça, c'est mon côté théâtre. Allô? Je suis désolé, je vais devoir y aller. Salut. Salut. Salut, ça va Hussein? Ça va là. Ouais.
Alors, comme je t'ai expliqué, je suis avec des amis avec qui on discute de Mayotte. Et comme, voilà, je me dis que toi qui es là-bas, et tu peux mieux parler que moi de la situation en ce moment. Oui. Comment ça se passe en ce moment pour toi, déjà? Bah, pour moi, je veux dire que ce qui se passe à Mayotte, moi, je veux dire que c'est injuste. Parce qu'ici, nous, enfin, on dit que Mayotte est français alors que c'est pas du tout le cas. C'est marqué liberté, égalité, fraternité, alors qu'on n'applique pas ce qui est, en fait, on n'applique pas ce qui est marqué, ce qui fait la liberté, égalité, fraternité. En sachant que quand tu es ailleurs, ou nous, quand mangeant, on dit qu'il y a la Mayotte, on pourrait avoir de très bel avenir ou des choses qu'on pourrait bien vivre et tout. Et en arrivant ici, c'est là où on va voir qu'ici, c'est vraiment pas, c'est vraiment une île qui est perdue. Du coup, à Mayotte, quand tu es à Mayotte et que tu es un étranger, en fait, la vérité, toi-même, tu dis qu'ici, c'est pas la France. Ici, c'est vraiment pas la France. Je sais pas, on est perdu. On est perdu et mon rêve aussi est perdu. On ne sait même pas que Mayotte c'est quoi. Et tu crois que c'est pour ça qu'il y a autant de violences? Comment t'expliques qu'il y ait les violences, là, les émeutes? Pour la violence, moi je veux dire que, puisqu'à Mayotte, enfin, les jeunes qui sont ici, déjà on ne lui donne pas les moyens et ni même leurs droits. Parce que ici, je veux dire que les droits de seuls, ils sont carrément supprimés. Depuis ces jeunes-là, on ne donne pas leurs papiers. Et parfois même, la majorité de ces jeunes-là, leurs parents, ils sont expulsés. Et même certains jeunes, enfin âgés même ils sont mineurs, les résultats, oui, ils s'en foutent. On les envoie en Comores et les résultats, ils se retrouvent sans rien, sans famille, et ils sont obligés de se débrouiller eux-mêmes. Et puisque ce sont des jeunes, ils disent, bah, vaut mieux aller voler ou braquer pour avoir quelque chose à manger. Et toi, t'as déjà été tenté de ça, de faire des conneries ou ça? Pour moi, ça m'a déjà arrivé, mais je me suis toujours dit que c'est pas la bonne chose à faire. Ouais. Pour moi, puisque je veux, moi, c'est de voir des papiers, voir des meilleurs, je me dis que si jamais je vais voler ou je vais faire quelque chose de mal, j'aurai pas mes papiers, donc j'essaie de vivre avec ce que je peux. Et comment ça se passe en ce moment? Qu'est-ce que ça a changé pour toi, l'opération Wambushu? Déjà, pour l'opération Wambushu, c'est une opération qui est basée seulement pour les étrangers, en sachant que ces personnes-là, ces mamans-là, moi je veux dire que ce sont des personnes qui ils ont leurs enfants ici. Et du coup, c'est pas la bonne manière, ni même la bonne façon de le sortir. Parce que puisqu'on vit dans un pays français, on sait qu'il y a des droits. Il y a des droits et des choses qu'on devrait suivre de cette manière-là pour nous faire sortir. Mais vous imaginez, madame, ils arrivent comme ça, ils débarrassent tout leur maison et beaucoup de familles se retrouvent sans rien et ni même, ils ne savent même pas où aller, ni même un endroit pour dormir. Du coup, pour moi, je veux dire que en fait, c'est vraiment une catastrophe. Ils ont détruit beaucoup de cases, de bangas? Oui, oui. En sachant que ces familles-là, la plupart de leurs enfants, ils ont la nationalité française. Ce sont des personnes qui sont nées ici. Il y en a même, leurs maris, ce sont des Maorais et du coup, c'est vraiment une catastrophe. Et voilà, bah, vas-y, continue. Du coup, pour l'opération Wambushu, en fait, plusieurs personnes ici à Mayotte, c'est là où nous, on a vraiment vu que Mayotte, c'est pas une île française, c'est pas vraiment français. Mayotte est perdu. Parce que moi, je sais que quand tu vis dans un pays français, il y a des droits aussi, même on doit te faire sortir de là où tu es, mais il y a des droits à suivre. Toi, t'es arrivé à quel âge à Mayotte? Moi, depuis que je suis à Mayotte, là, ça fait à peu près, je veux dire, 6 ans depuis que je suis ici. J'ai fait mon brevet ici, cette année-là, j'ai même pas pu passer le bac à cause de ça. Ok.
Et là, tu vas à l'école encore? Normalement, là, l'école pour moi, c'est fini. Ouais. Parce que quand tu es à Mayotte, même si tu as le bac, mais le bac sans papier, ça ne servira à rien. Tu peux pas les... Tu peux faire le bac, même quand tu vas avoir le bac, mais tu n'as pas de papier, on va avoir chez vous, tu seras obligé de se pousser, donc ça ne servira à rien en termes de temps. Si t'as le bac et pas de papier, tu peux pas faire d'études supérieures, université et autres, BTS? Non, une fois que tu as le bac, mais tu n'as pas le papier, les études pour toi, ça reste là. Bon, bah on est là en tout cas. Bah là, il y avait quelques personnes intéressées et c'est touchant et merci beaucoup quoi de... Merci. Ouais. Merci pour tous les témoignages. Merci. Et puis on est là et il y a de la solidarité, puis on se rappellera pour tes démarches. Si jamais je peux t'aider, je sais pas si je peux t'aider, mais en tout cas... Ouais. Et là, c'est calme ce soir? T'es à Kaweni? Tu peux décrire un peu l'endroit où tu es pour finir? Pour nous faire voyager un peu. Là, je suis carrément à Bandrajou. À Bandrajou. Alors, c'est comment autour de toi? Bah, là, là où je suis, c'est carrément à la campagne, là. Ouais, ok. En fait, là, c'est en haut de la ville. T'es sur la montagne, sur la colline. Oui, c'est en haut de la ville. Ok, t'es tranquille. Ouais, là, c'est tranquille. Quand on est ici, il n'y a pas la police. Il n'y a pas la police. Ça va. Oui. Ok. Parce qu'en fait, on peut même pas sortir tranquillement ou rien. On est obligé de rester comme ça. Bon, bah écoute, ouais, vas-y. Non, c'est bon, madame. C'est bon? Oui. Eh bah, bonne soirée, bonne nuit, on te rappellera. Merci, merci Hussein. Ah, bon, C'est bien, merci beaucoup, on est là. Hein. Merci. Salut, bisous, à bientôt, je te rappelle demain. Ciao, ciao, bisous. Voilà. Donc là, quand il dit la campagne, Bandrajou, il y a le lycée. Si vous voulez, je vous montre juste une photo de lui, comme ça. C'est toute une colline comme ça où il y a plein de cases les unes au-dessus des autres. Et puis en haut, ils appellent la campagne. Et c'est vrai que quand je vous disais que c'est un espace dans lequel nous, on ne va pas, c'est que ça leur appartient. Et c'est cet espace-là où le mec, avec tous ces bardas-là, de la CRS, il galère et il n'y va pas non plus. Parce qu'ils sont hyper... Ça fait une espèce de maquis, en fait. C'est un maquis, rapport c'est la Malaboune, ils appellent la campagne. Ouais. Et puis ils attendent là, ils fument des joints, ils vivent comme ils peuvent, quoi, ils s'entraident. Et puis il y a les gangs, mais c'est pour ça que quand on entend aujourd'hui dans les médias violence, émeutes et tout, c'est reste une minorité de jeunes, quoi. Sur la quantité de jeunes à Mayotte, c'est vraiment une minorité. Faut voir les causes qui mènent à ça. Mais n'empêche que c'est impressionnant. Ils s'en prennent à qui les gangs? Ils s'en prennent au bus scolaire, là dernièrement aux hôpitaux, En fait, et là, puis au bus scolaire ils caillassent. Ils s'en prennent aux Tout ce qui est Mahorais, institution. aux flics et aussi aux Comoriens clandestins. bah, la plupart de nous, ce qu'on a vu quand on était sur place, c'était surtout, du coup, nous on travaillait dans un lycée qui était conçu pour 800 personnes, il y avait déjà 1400 élèves, donc des classes de 40, et tous les jeunes n'avaient pas eu la chance d'être scolarisés. Donc beaucoup au début, avant Wambushu, des violences qu'il y avait, c'était envers ce qu'on pouvait voir, donc les écoles, les conducteurs de bus qui ne pouvaient pas leur faire profiter de l'école, quoi. Parce que comme on disait, la plupart c'est leur seul repas aussi, tu vois, qu'ils ont à midi dans le réfectoire. Donc il y a un peu une chance comme ça. Et ouais, voilà quelques Si on images. se met si on essaie d'avoir plusieurs points de vue, le point de vue des gens qui reçoivent une petite tape ou un coup de machette, et puis le point de vue des gens qui ont la machette et qui donnent la petite tape. Il faudrait croiser tout ça pour y voir clair, peut-être. Parce que sinon c'est un plaidoyer d'excuses pour
Alors même si c'est minorité, bon, ça peut faire mal. Ah non, non, bien sûr, c'est pas du tout une Et excuse. ils s'en prennent pas simplement aux blancs, quoi. Ils Non, s'en prennent il a peut-être même aux oui, bien sûr. clandestins. La population est traumatisée, mais si tu veux, ouais, non, mais c'est très juste ce que tu dis, c'est que c'est pas du tout une violence politisée ni Orientée, rien, ouais. et elle fait souffrir la majorité des élèves, comoriens ou maorais. Ce sont, on les appelle comme ça, les délinquants, quoi. Ils sont défoncés, ils sont armés, donc ils fument la chimique, et quand j'y étais en novembre, ils ont quand même coupé des doigts à un chauffeur de bus. C'est pas excusable. Oui, c'est une violence qui arrive Le de chauffeur façon... de bus, c'est un privilégié. Oui, mais aussi à des élèves. Mais aussi à des élèves. Non, mais je déconne, mais